Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Soudan, troisième plus grand pays du continent après l'Algérie et la RDC, 1 886 000 km², 43 millions d'habitants. Le pays est secoué depuis le 19 décembre 2018 par une série de manifestations devenues quasi quotidiennes avec comme objectif la chute du président Omar el-Béchir. Mais l'homme a encore des alliés, la Corée du Nord, la Chine, la Russie. Jusqu'où vont-ils, du moins vont-elles soutenir Omar el-Béchir? On continue d'en parler dans cette émission. Jean-Bernard Bikim, on le sait, je l'ai dit, rappelé, effectivement, nous avons les trois grands alliés du Soudan. Aujourd'hui, vous pensez qu'il va toujours continuer, outre les pays du Moyen-Orient et les pays arabes, il va toujours continuer à bénéficier de l'aide de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord? Ben oui, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui la Chine, le Soudan a servi à la Chine de point d'entrée sur le continent africain. Il faut quand même le dire. Le taux d'investissement chinois au Soudan oblige les Chinois à prendre à corps le bras la question de la stabilisation du Soudan. Mais comment aide-t-on un pays, ou du moins un régime, confronté à des manifestations quasi quotidiennes, violentes, et décidées, et qui se radicalisent? Comment fait-on? On envoie des soldats chinois à Khartoum? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Oui. En Libye, les partenaires de la Libye, les premiers partenaires de la Libye, ont tout perdu. Pourquoi? Comment on est dans un pays comme le Soudan? D'accord. Si la Chine ne s'implique pas au Soudan, elle perdra toutes les années qu'elle a mises en place pour pouvoir asseoir son image et surtout son influence sur le continent. Premier point. D'accord. Mais expliquez avant de continuer. Aider suppose quoi dans ce contexte précis? Comment aide-t-on quand vous avez une insurrection quotidienne, quasi quotidienne dans votre pays? Comment vous faites-vous aider? En protégeant d'abord les intérêts chinois. Les Chinois, en protégeant d'abord leurs intérêts, sont obligés, par couplage, d'aider le président Béchir à trouver des solutions pour stabiliser le pays. D'accord. Et entre autres solutions, vous imaginez quoi? Il n'y a pas demi-solution. Il faut que le Soudan puisse recevoir suffisamment d'argent sur une période de 10 années pour pouvoir réussir l'adaptation. Il en a déjà reçu assez depuis 10 ans déjà. Depuis 2011, où le président Béchir a perdu le Soudan du Sud, il reçoit quand même suffisamment d'aide. On le voit, il s'est déplacé en novembre 2017 en Russie, malgré les mandats d'arrêt internationaux, où il demandait au président Poutine « Protégez mon pays contre les Américains, je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Kadhafi ». Alors, je vais faire un parallèle très simple. Le plan Marshall a été mis en place en quelle année? En 1945. Les pays européens devaient se reconstruire après la guerre. Ça a mis combien de temps? Non, pourquoi vous nous ramenez au plan Marshall? Alors, Jean-Bernard Bikim. Je fais un parallèle en disant... Vous avez des grands envolées, mais en perdant 80% de ces moyens en 2011, pour pouvoir s'adapter, il faut au Soudan au moins 20 ans. Il leur faut 20 ans. Pas 10 ans, pas 2 ans. Il leur faut 20 ans pour justement reconfigurer l'ensemble des institutions du pays et surtout les fondements sur lesquels le pays Ce qui est intéressant, ça veut dire que même le successeur, si jamais le régime tombe, même le successeur du président Béchir il sera dans la panade. Fera face. Oui, mais quand on a des problèmes économiques, c'est pas pour que ça finisse le lendemain de sa chute, ça c'est clair. Mais vous allez trouver que les soutiens de Béchir se trouvent dans l'axe Est, essentiellement, c'est des pays où des gouvernants peu regardant sur les questions de droits de l'homme. On est tout à fait d'accord. Ils seront là. Mais il y a la France, d'autres pays aussi, les États-Unis qui ne pèsent pas moins, qui sont en train de regarder. N'oubliez pas que c'est-à-dire
vous parlez de la Chine qui est un partenaire historique de ce pays-là, mais les États-Unis, la Chine et même, je ne sais pas, le golfe d'Aden, cette partie du monde-là, intéresse tellement tout le monde que je ne pense pas que les Américains vont laisser les Chinois et les Russes et seulement... Est-ce que vous voulez dire, c'est vrai qu'on comprend l'importance géostratégique liée à ce pays. Vous expliquez quoi? Que au fond, même si la Chine veut protéger ses intérêts, la Chine veut aider le Soudan, il y aura toujours une sorte de guerre entre puissances. C'est-à-dire, même s'il y a cette alliance historique, l'argent est fait pour être multiplié. Et les Chinois, on ne le dit pas assez, deviennent de plus en plus gourmandes et même un peu trop capitalistes. Ça veut dire que si... Alors, vous avez déjà dit tout à l'heure dans la deuxième partie que de toute façon, il va chuter. Enfin, la possibilité qu'il chute. Le régime va partir. La possibilité qu'il chute. Il ne résistera pas. Ça sera très difficile en tout cas. Jean-Bernard Bekime est en train de nous expliquer que les alliés du Soudan sont aujourd'hui dans une telle situation où ils ont intérêt à ce que le président Omar el-Béchir soit maintenu au pouvoir. Oui, mais vous avez bien dit, Richard, vous avez dit les alliés du Soudan. Oui. Vous n'avez pas dit, par lapsus, vous n'avez même pas dit les alliés de Béchir. Oui, mais on sait très bien que il y a les États et il y a les personnes, il y a les dirigeants. Les États sont éternels, les coopérations sont éternelles. Vous pensez effectivement que la Chine, la Russie, à un moment donné, si la personnalité de Béchir devient trop encombrante, ils vont changer de paradigme parce qu'ils veulent faire des affaires. Et faire des affaires au Soudan, qui sera en pleine reconstruction, est important pour tout le monde. Est-ce qu'effectivement, il ne serait pas plus intelligent d'aller plutôt dans ce schéma-là? C'est-à-dire que à partir du moment où l'homme est contesté, fortement contesté dans la rue, trouver dans son entourage et quelqu'un qui pourrait le remplacer, quitte à faire perdurer le système. Alors, ça pourrait être une stratégie ou pas? Je vais quand même rappeler à ma sœur qui est en face que quand on perd 80% de ses moyens, c'est comme si on avait subi une guerre qui a pratiquement détruit 80% du pays. Si on a bien gouverné, raison pour laquelle je fais le lien entre si on a bien géré, raison pour laquelle je convoque le plan Marshall et je renvoie les uns et les autres à la Deuxième Guerre mondiale avec ce que l'Europe a connu et le temps qu'elle a mis pour se relever. Premier point. Le deuxième point qui est important, c'est quoi? Aujourd'hui, un pays souverain, comme le Soudan, qui exerce sa souveraineté, qui est-ce qui a le droit d'engager cette souveraineté? C'est Béchir. Non, c'est le peuple soudanais. Ah non. C'est l'État. Non. D'accord. Le président qui est élu, c'est lui, justement. On est d'accord, si c'est de ce point de vue. C'est lui, justement, qui exerce cette souveraineté au travers du vote que le peuple lui a transmis. On est d'accord. Mais j'irai plus loin. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est le pouvoir qui ne reconnaît aucun autre pouvoir au-dessus de lui. Oui. Ça veut dire ça veut dire que de facto, celui qui exerce cette souveraineté se met au-dessus de tout le monde. Et c'est par lui... Mais pas au-dessus de celui qui lui a donné cette souveraineté. Et c'est par lui... On est d'accord. Et c'est par lui que tout passe. La question dans laquelle le Soudan est confronté aujourd'hui, elle est double. Elle est double. Comment ne pas fâcher Béchir et amorcer en même temps... Vous parlez de la Chine ou de... Je parle de Béchir. Je parle comment ne pas fâcher Béchir et en même temps enclencher le processus de succession. Ces deux questions sont intimement liées. Dans ce cas, vous êtes d'accord que Béchir éternel n'existe pas. Béchir éternel n'existe donc pas. Il y a possibilité il y a une possibilité qu'il puisse se fracasser. Là, on est d'accord. Et ces deux questions nous renvoient à une question centrale, c'est ce qu'il vient de vivre. Est-ce qu'en changeant Béchir et en mettant quelqu'un d'autre, cette crise auquel le pays est confronté sera résolu? Non. Si, il y aura peut-être déjà une accalmie. À partir du moment où on veut son départ. En tout cas, la confiance des investisseurs revient beaucoup plus rapidement. Avant même la question des investisseurs, en tout cas, la rue va se calmer. Puisque l'objectif, c'est que le président Béchir quitte la tête de l'État. Et à partir du moment où il part, au moins il y aura décrispation. Espère-t-on.
Alors, sincèrement, je vais vous dire une chose. Allez-y très rapidement, Jean-Bernard Bikim. Quand on manifeste, on prend le risque de ses idées. Et quand on manifeste en ayant les cuisses sales, on prend le risque de subir les foudres de la loi. Et je pense et je crois que ce qui a été mis en place en ce moment au Soudan, c'est de rappeler aux services, c'est lui qui l'a fait d'ailleurs, il a rappelé à ses services de trouver des équilibres nouveaux avec les réclamations et les demandes sociales des populations, mais à tracer des lignes rouges. Quelles sont ces lignes rouges? Il est hors de question que ce mouvement insurrectionnel perdure. Donc on pense... Pour l'instant, ça fait 2 mois que ce mouvement perdure. Sadio Morel, l'autre enseignement qu'il faut tirer de cette situation, c'est que lorsque vous êtes à la tête d'un État et que votre pouvoir est perdu, il faut à un moment donné penser à préparer la relève, votre succession. C'est ça, il faut savoir quitter les choses avant on est dans cette situation-là. C'est-à-dire, tous ces vieux-là qui ont duré au pouvoir... Non, qu'il faut respecter. Bon, respectons-les tant qu'ils nous respectent. Voilà, attendez, ces vieux-là... Non, moi, je ne suis pas spécifiquement gérontophile, là. Non, je suis pour une émergence jeune. Ce n'est pas une guerre de génération. Non, si, il y a un problème là, de plus en plus. Regardez au Nigeria, 71, 75 ans qui s'affrontent pour un pouvoir alors qu'il y a une jeunesse foisonnante. Oui, on peut exercer le pouvoir de façon démocratique à 75 ans. D'accord, mais dès lors que vous avez la légitimité populaire, quand je parle de ces vieux-là qui gèrent mal et qui imposent et qui... On peut être vieux et bien géré aussi. Oui, bon, en Tunisie, jusqu'à présent, le vieux, ça va. Ça va quelque part. Très bien. Très bien. Donc, allez-y, poursuivez votre raisonnement très rapidement. On est arrivé à la fin de l'émission. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il y a l'âge, il y a la mauvaise gestion, il y a les répressions. Aujourd'hui, au Soudan, journalistes, opposants, membres de la société civile, tous au pouvoir. Et tous en prison. S'ils ont des dossiers, je suis désolé. Oui, mais les dossiers en temps de dictature, on ne peut pas poser des actes. un dossier en période de dictature. Je suis désolé, on ne peut pas poser des actes et espérer que parce qu'on manifeste, on ne puisse... Oui, manifester est un droit constitutionnel universel. C'est très étonnant parce qu'on est en train de parler, vous parlez de dossiers, de journalistes, de dossiers de gens, on est en train de parler d'un président de la République qui a 2 mandats d'arrêt international. Voilà, déjà. Émis par la CPI, la Cour pénale internationale. Donc, de dossiers, je ne pense pas qu'il y ait de Soudanais à l'intérieur du Soudan qui ait dossiers plus lourds que le président. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir participé à cette émission sur le Soudan, un pays dont on ne parle pas assez, mais nous reviendrons dans d'autres émissions sur la situation au Soudan, notamment sur comment les manifestations devenues quotidiennes vont évoluer. Merci Sadio Morel, journaliste préfaciel. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.